Politique, Galliano, bonsoir. Juste une réaction pour commencer. On a vu dans le journal de l'insécurité croissante en Calédonie. On a vu des tirs sur bus, bagarre à la baie des Citrons récemment, meurtre à Thio, on caillasse les forces de l'ordre. Comment vous voyez ça, vous? D'abord, moi, je partage le ras-le-bol des Calédoniens et je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence. Et j'ai rappelé, lorsque j'étais à Paris il y a 15 jours, à Matignon et à la ministre des Outre-mer, la nécessité pour l'État de prendre la véritable mesure de l'insécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État ne réalise pas le degré de gravité de cette insécurité que les Calédoniens, que nous, ressentons. Laxisme de l'État, selon vous? Je trouve qu'il n'y a pas assez de fermeté, indiscutablement. La justice aussi derrière qui met en ordre ou met en œuvre les décisions de justice trop, on va dire, trop faiblement, selon vous? C'est un ensemble de compétences régaliennes. L'État doit prendre en charge la sécurité publique et l'ordre public. C'est sa responsabilité. Revenons sur le comité des signataires. On a entendu Pierre Frogier dans le journal parler du dossier Nickel, sujet qui a été largement traité au comité des signataires. On voit aussi que Philippe Gomez, indépendantiste, État, tout le monde veut sauver le dossier Nickel. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez cette question-là? D'abord, comme chacun sait, le secteur du nickel traverse une crise qui est très grave. Et nous devons tout faire pour être solidaires des salariés, aussi bien de la SLN, de Vale, de l'usine du Nord, des petits mineurs, des sous-traitants, et soutenir dans ce secteur d'activité et ses emplois. Après, cette crise a donné également la possibilité de faire tomber deux mythes. Le premier, le mythe défendu par les indépendantistes que le nickel pourrait financer l'indépendance et remplacerait les 170 milliards que la France verse chaque année à la Nouvelle-Calédonie. Ce mythe est tombé. Et le deuxième, soutenu par les indépendantistes et Calédoniens ensemble, que l'on pourrait territorialiser la SLN. Et on voit bien que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et demain aussi serait incapable de venir en soutien à la SLN comme le fait aujourd'hui le groupe Eramet. Que de temps perdu en chicaya politicienne, selon vous, aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que la crise grave et profonde dont vous parlez nous a rattrapés. Oui, parce que sur ces deux questions, les deux mythes que je citais, c'était des dogmes qui étaient totalement déconnectés de la réalité économique. Or, dans le nickel, on est bien dans le monde économique et donc il y a des réalités qui s'imposent à nous. Venons-en au corps électoral pour les listes provinciales, politiquement clos, a-t-on dit, et les indépendantistes disent, certains, l'UC notamment, juridiquement pas terminé. Qu'est-ce que vous pensez de cela, vous? Moi, je considère que, d'abord, ce sujet est extrêmement grave, corps électoral, que l'accord qui a été trouvé au comité des signataires n'est pas un accord équilibré. En fin de compte, les loyalistes présents, que ce soit Calédonie Ensemble avec Philippe Gomez ou Rassemblement avec Pierre Frogier, ont livré, en fin de compte, 1062 électeurs qui vont très certainement, dans quelques semaines, être radiés. Et en échange, ils ont eu, de la part des indépendantistes et notamment de l'UC, l'assurance qu'on ne discuterait pas de nouveau de cette question au comité des signataires. C'est ça la contrepartie? Ils n'ont pas eu l'assurance, en tout cas je demande à voir, qu'il n'y ait plus de recours. Or, qu'est-ce que nous constatons depuis des années? C'est que l'UC, notamment, a entamé des recours pour dire qu'il y avait fraude. Vous savez, j'étais le premier loyaliste à aller au comité des 24 à New York en juin 2014, porter la contradiction contre Roquamitan pour dire non, il n'y a pas fraude. Et je ressens également ce que vivent les Calédoniens qui ont subi ces recours. Moi-même, dans ma famille, mon fils a été l'objet d'un recours, tout simplement parce qu'il avait un nom qui n'avait pas une consonance kanak, qui s'appelait Yano. Et dès ses 18 ans, on a demandé, comme on a demandé pour plusieurs centaines de Calédoniens, sa radiation. Eh bien ça, c'est inacceptable. Alors j'attends, on verra, dans quelques semaines, il y aura des révisions de listes spéciales et on verra si effectivement les indépendantistes et notamment l'UC a renoncé à ces recours. Si tel est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on pourra constater que, comme d'habitude, les indépendantistes ont pris les concessions des loyalistes et continuent leur combat pour l'indépendance. Vous avez parlé de 2014, vous étiez élu au Congrès. Dans votre discours, et là on va parler de la sortie de l'accord, vous avez dit les élus ont l'ardente obligation de réussir une sortie de l'accord, comme l'ont fait à la hauteur, vous avez dit, de la poignée de main de Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. On y va, selon vous?
C'est difficile. Moi, ce que nous avions demandé, c'était Rapidement, que parce qu'on va arriver l'année à la fin. 2014 et 2015 soient des années utiles, 2016 également. Ce que je constate, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, chez les loyalistes, il y a certains qui veulent le troisième accord avant 2018, mais ils ne disent pas toutes les concessions qu'ils sont prêts à faire aux indépendantistes pour obtenir ce troisième accord. Et il y a d'autres, comme le référendum éclairé, qui veulent une solution entre l'indépendance ou quelque chose qui ressemble un peu à l'indépendance. Je crois que nous sommes mûrs aujourd'hui pour que les Calédoniens se prononcent clairement entre la France et l'indépendance. Ça sera dans 30 mois, avant la fin 2018. Il faut préparer ce référendum et il faut mobiliser le camp de la France pour que nous soyons le plus nombreux possible. Gaël Liano, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le déplacement de François Hollande.